Oui, bonjour à tous. Donc, titre de ma vidéo, je pense qu'elle convient bien. Les mensonges continuent, on prend les mêmes et on recommence. Les pièces de théâtre continuent. Donc, je vous laisse prendre soin, chacun à votre rythme, des mensonges qui peuvent être diffusés sur les grands médias et également sur les réseaux. Je vous invite à travailler vos sujets et à regarder les individus qui viennent pour monter en politique à des fins personnelles avec des discours idéologiques pour avoir des postes communal, régional ou national, et ceux qui viennent également sur les réseaux pour faire le buzz, pour essayer d'obtenir des millions de vues à des fins personnelles, pour monter des boutiques, des fan clubs, comme il y en a qui ont réussi à monter, sans jamais se rapprocher du collectif, mais juste mettre en place la personne qui va diffuser ces informations sur les réseaux. Donc je vous invite, pardon, à tous observer ce qui se passe chaque année, regarder ce qu'ont fait les gens, quels sont les résultats, qu'est-ce qu'ils font sur le terrain et qu'est-ce qu'ils proposent comme alternative plutôt que chaque année répéter la même histoire. Et comme je vous l'avais dit, les agriculteurs ne sont pas du tout d'accord sur le constat et encore moins sur les solutions à apporter. Donc, les manifestations, vous les avez vues, les interpellations, vous les avez vues, comme on les a vues dans le passé. Nous, on connaît parce qu'on a été interpellés avec les amis avec lesquels on faisait les manifestations sur Angers, on est en garde à vue, on connaît, hein, les années 80-90, on était mis en garde à vue, et même après, ça a toujours existé, hein. Ça existait dès les années 70, entre 70 et 80, des interpellations, et même il y avait eu 2 morts dans une manifestation dans le sud, manifestation de viticulteurs, et des gardes à vue avec des manifestations de porcs en Bretagne, il y en a eu également. Donc c'est pas du nouveau, hein. Il suffit de se rappeler de l'histoire agricole et il n'y a rien de nouveau et rien de changé, hein, si on creuse bien. Il n'y a rien de nouveau et rien de changé. Sauf qu'on n'est plus qu'environ 400 000 agriculteurs. C'est ça qui a changé. Donc, bah, ces manifestations, pourquoi tous les gens, les 3 millions d'emplois directs et indirects au monde agricole n'étaient pas présents? Pourquoi, comme je vous l'avais dit, la FNSEA, qui est toujours à la manœuvre, qui était à la manœuvre au début des manifestations organisées par la coordination rurale et les indépendants et la Confédération paysanne, la FNSEA était à la manœuvre dès le départ, hein, par des coups de fil sur les politiques et sur ceux qui sont là pour faire respecter l'ordre dans le pays. Bien sûr que la FNSEA était à la manœuvre. Quand eux, bizarrement, ils sortent de leur grotte, ils sont pas interceptés, ils peuvent aller à Paris librement. N'oubliez pas, comme ils l'avaient fait l'année dernière au moment de la loi du plomb, il était venu avec les tracteurs devant l'Assemblée nationale. Donc il n'y a rien qui change. Donc il est assez bizarre quand même. Monsieur Arnaud Rousseau, lui, avec les relations qu'il a, pourrait bloquer le pays bien plus facilement que n'importe quelle autre personne, puisque à travers InVivo, qui regroupe plus de 200 coopératives, InVivo, dont le président était Philippe Mangin, et après Monsieur Callot de Vendée, président de la CAVAC, donc la coopération agricole COP de France, InVivo et Unigrain, qui est partenaire financier de la société Steph, les camions frigo, 100 000 livraisons par jour en Europe. Vous croyez qu'avec 100 000 livraisons par jour en Europe de camions frigo, qui est à peu près le potentiel de réserve des 72 heures de réserve qu'on a pour alimenter les grandes villes, lui, il pourrait pas faire un blocage du pays. Il pourrait faire un blocage européen avec les 27 FNSEA qu'il a en Europe, qui s'appelle le Copa-Cogeca. Mais il va pas le faire parce que lui, il est l'instigateur de ce modèle économique financiarisé et mondialisé. Donc, à travers toutes ces structures qui travaillent de près et de loin avec l'agroalimentaire, je pense à LDC,
en volaille, je pense au groupe Vendry et d'Encavite dans les Vosges, je pense à la Copperle, je pense à Bigard qui détient plus de 55% des abattoirs de porc, hein, Bigard également en bovin, et puis toutes les structures, hein, le Unigrain, les financements de tout l'agroalimentaire français est présent dans le monde, le groupe Unigrain, hein, la société du groupe Avril, présent dans environ 30 pays dans le monde, in vivo, je l'ai dit, et puis tout ce petit monde-là se réunit une fois par an dans le Loiret à l'Open Agri-Food autour du responsable de la laiterie LSDH qui travaille avec C'est qui le patron. Voilà. C'est qui le patron? Alors, c'est qui le patron? Une chose est sûre, ce ne sont pas les paysans les patrons. Les paysans, c'est les petits soldats. Et ils tiennent depuis des années, ils sont au front grâce à l'armée de réserve, qui sont les dermatos, qui sont les paysans retraités qui travaillent gratuitement. La situation, c'est celle-là. Elle n'a pas évolué, les années se passent, on parle de tout, sauf du cœur du réacteur, qu'est la rémunération des paysans. Et la rémunération des paysans nette, je parle nette, sur un litre de vin ou sur un litre de lait ou sur de la viande, c'est 3 centimes ou 4 centimes. La rémunération nette, je parle. C'est-à-dire que c'est inférieur au taux de TVA, qui est de 5,5. Hein? Donc l'agriculteur, quand on fait des croisées de données, sur tous les produits confondus, la marge nette se situe autour de 4,5%. Pour l'immense majorité d'entre nous. Je ne parle pas de ceux qui sont au détail. Hein. Je parle de l'immense majorité qui est dans la masse, qui passe par les coopératives ou les grands groupes privés multinationaux. 4,5%. On est à une marge de l'agroalimentaire qui est autour de 30%, de la grande surface qui est autour de 20%. On a 40% d'autres coûts qui sont la logistique, les coûts d'énergie, les coûts d'emballage, les pertes, la communication rentre là-dedans aussi, dans les coûts, 40%, et donc TVA 5,5%. Donc voilà le cœur du truc, marge nette. Sur un caddie de 100 euros, on disait il revient entre 6 et 8 euros à l'agriculteur, mais ça c'est la marge brute. Marge brute. Quand on a enlevé les cotisations sociales et tout, c'est 4,5%, la marge nette. Et on est bien dedans. Parce que quand on regarde les comptabilités des éleveurs de viande et de lait, eh ben quand on ramène ça au tonnage, la marge nette, avec amortissement, on est pile poil dans les chiffres qui sont donnés par les différents instituts. Donc, on a emmené les paysans manifester contre les normes, contre le Mercosur, alors que le cœur du réacteur, il est là. Il est chez nous, chez nos partenaires, qui bien évidemment, vous avez compris, qui venaient jamais manifester avec nous. Posez-vous juste la question, pourquoi ils viennent jamais manifester avec nous? Pas tout simplement parce que il n'y a pas besoin de parler du Mercosur. En franco-français, 78% de la consommation des ménages est achetée dans les grandes et les moyennes surfaces. 80% de notre alimentation est produite en France, transformée en France, consommée en France. Travaillons déjà sur ces 80%-là, avant de parler de l'import. Travaillons là déjà. Et là, quand on travaille là, eh ben, on s'aperçoit que là, on n'a pas de marge. On a 4,5%. Donc, vous n'allez pas renouveler les générations avec 4,5% de marge. Ce n'est pas possible, tout simplement pas possible. Voilà. C'est ça la réalité. Alors, bien sûr, eux, ils vont vous dire que c'est pas ça, que c'est les normes, que c'est les complexités administratives, de façon à appauvrir les paysans, nous enlever notre juste rémunération, nous piquer notre facture, et en nous piquant notre facture, ça déclenche un système d'aide compensatoire aux surfaces cultivées qui s'appelle la politique agricole commune. À partir de là, on va avoir des subventions. Qui dit subvention dit passer par l'administratif pour obtenir ces subventions. Qui dit subvention, aide au bâtiment, aide à l'aménagement des bâtiments d'élevage, aide aux robots de traite, aide à l'irrigation, pour avoir tout ça, il faut passer par un couloir avec des formations qui sont faites par les réseaux chambres d'agriculture, qui font partie de ce que j'ai dénoncé,
dans le produit intérieur brut de la France, qui font partie des 71 ou 72% d'emplois tertiaires qu'on a dans notre pays. Donc, une économie parallèle qui s'est montée, inutile, d'emplois tertiaires qu'on a beaucoup trop augmenté, qui n'est pas rattachée à une économie réelle physique, indispensable à la vie d'une nation. Ce qui est indispensable au fonctionnement d'un pays dans le produit intérieur brut, c'est ce qui est palpable, c'est l'économie physique, c'est la production de denrées agricoles via des paysans, la terre, c'est des usines de voitures, de chaussures, de textiles, la production d'énergie. Ça, c'est indispensable au fonctionnement d'un pays digne de ce nom et industrialisé. Et c'est en fonction, justement, des choix géopolitiques, géostratégiques, des chefs d'État et de gouvernement, de ce ratio-là, et d'une industrialisation, de garder des usines et des paysans avec un modèle à taille familiale, parce qu'un modèle avec un prix de souveraineté agricole avec des exploitations familiales vont créer beaucoup plus d'emplois et garder beaucoup plus de paysans que si le modèle, il est industrialisé. L'écart, il est quand même important. On peut considérer qu'un modèle à taille d'exploitation familiale, c'est l'équivalent des emplois de l'agroalimentaire en plus. 600 000 à peu près personnes en plus, rien que dans le secteur agricole. Ça serait pareil pour les PME si on ramène des petites et des moyennes entreprises, tout en conservant les emplois de l'agroalimentaire. C'est des emplois en plus. Donc ça veut dire qu'on enrichit la filière. C'est une question de répartition, de bon sens. Le coût global sur le produit intérieur brut du pays, il est positif. Pourquoi? La force d'impuissance d'un pays, on ne le mesure pas qu'à travers les exportations et les importations. On le mesure en termes d'emplois nets par rapport aux personnes qu'on peut mettre dans la machine économique. On n'a que 27 millions de travailleurs dans la machine économique. On pourra en avoir 30 ou 31 ou 32 millions de travailleurs dans la machine économique. Si on a 3 ou 4 millions de plus de travailleurs dans la machine économique, c'est des cotisations, c'est des emplois, c'est des allocations chômage en moins à verser, c'est des gens qu'on va réintégrer à la vie sociale. Ça va être des vrais consommateurs. Donc la part d'exportation, c'est normal de faire des exportations et des exportations. Ça fait partie des échanges qu'il faut faire sur la base de la coopération entre les États et non du libre-échange du cours de Chicago. Mais le montant total des exportations n'est pas lié à l'optimisation économique de notre pays. L'optimisation économique de notre pays peut être de produire davantage chez nous, d'être plus résilient, d'avoir une souveraineté chez nous, plutôt que de dépendre de l'extérieur. C'est ça qui est important. Si on remet des gens dans la machine économique chez nous et qu'on a des fermes en moyenne, toujours en moyenne, plus petites de taille familiale, déjà on résout le problème de la main-d'œuvre, parce que nous, on a quand même un gros problème de main-d'œuvre dans nos exploitations, hein, et il n'est pas normal que nos remplaçants soient les retraités, hein. Les retraités, une retraite, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les retraités ne sont pas là pour compenser l'absence de rentabilité du modèle économique agricole et remplacer les petits soldats lorsqu'ils sont en arrêt maladie ou lorsqu'ils veulent prendre des congés vacances. Ce n'est pas normal. Voilà. Il y a des gens pour travailler dans ce pays. Mais pour qu'ils travaillent, faut les rémunérer. Alors, je terminerai ma vidéo sur un petit passage mensonger, hein, commis continu, hein, toujours, parce que le but du jeu, c'est de faire diversion. Donc de parler de tout, sauf du vrai sujet. Hein. Donc de faire diversion, soit avec les sangliers, soit avec la sécheresse, soit avec le réchauffement climatique, soit avec les contraintes administratives, soit avec les normes, c'est à peu près ces leviers-là hein, qu'il utilise, hein, l'agribashing et tout. Donc je vais vous faire écouter juste 30 secondes la ministre de l'Agriculture, mais elle n'est pas la seule. Les journalistes reprennent ça en boucle bêtement, parce que voilà, ils n'ont pas travaillé leur sujet. Ils reprennent bêtement les discours de la ministre. Je vous la fais parler 30 secondes, je reprends derrière et je fais mon mot de conclusion. À tout de suite. Ensuite, si vous êtes bien sûr
sur RMC et BFM TV. Bonjour Annie Genevard. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes la ministre de l'Agriculture, de l'agroalimentaire, de la souveraineté alimentaire en France, avec évidemment cette colère des agriculteurs. Ils sont encore ce matin avec des barrages filtrants sur l'Ain, quelques blocages sur le port du Havre, en Savoie. On va y revenir dans un instant. Ils continuent à être en colère et notamment sur le Mercosur. Reste-t-il d'ailleurs une possibilité pour que cet accord n'entre pas en vigueur? Je vous pose la question dans un instant, mais je voudrais d'abord vous interroger sur les œufs. Les œufs parce qu'il semble que ce soit au fond le symptôme de ce qui ne fonctionne pas ici. Vous l'avez peut-être remarqué, ou en tout cas ceux qui nous écoutent et qui nous regardent l'ont remarqué, c'est sûr. Il manque des œufs dans les rayons, il y a même des rayons qui sont vides, qui n'ont plus d'œufs. Alors oui, il y a eu le problème de la neige et de l'approvisionnement, mais il y avait une très grande tension sur les œufs. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire qu'on va simplifier la possibilité pour les agriculteurs de produire des œufs? C'est très symptomatique la crise de l'œuf. Les Français consomment de plus en plus d'œufs parce que c'est une protéine pas chère. Mais on n'en produit pas assez. On n'en produit pas assez et pour quelle raison? C'est parce que c'est trop compliqué aujourd'hui d'installer des bâtiments d'élevage, des poulaillers. D'une part parce que la réglementation est très contraignante et la loi visant à lever les entraves, la loi dite Duplon, permettra, dès lors qu'elle sera parfaitement appliquée, de pouvoir lever une partie des freins qui pèsent sur l'installation de bâtiments d'élevage. Vous savez aujourd'hui que la réglementation sur un poulailler, c'est comme si c'était un bâtiment industriel, une industrie sensible. Mais pardon, de continuer. C'est la France qui s'est tirée de balle dans le pied toute seule. Mais bien sûr, la France surtranspose, la France complique la vie des agriculteurs. Et moi, mon travail, depuis que je suis arrivée, j'ai inscrit la simplification au fronton. Vous l'avez inscrit, mais dans les faits, cette histoire est quand même délirante. Pourquoi effectivement on manque d'œufs? Vous le disiez, il y a une question de pouvoir d'achat, c'est de la protéine pas chère. Dans le même temps, on a donc contraint tout seul. Personne ne nous le demandait, ni l'Union européenne, ni personne d'autre. C'est pas la faute du Mercosur ou de qui que ce soit. On a mis en place un objectif, et c'est dans la loi française désormais, d'atteindre 90% de poules pondeuses élevées dans des systèmes d'élevage alternatifs à la cage. C'est très bien, oui. C'est très vertueux. Oui. Sauf que dans le même temps, on met en moyenne 2 ans pour un agriculteur pour pouvoir adapter ses locaux. Donc on se retrouve avec une courbe qui se croise, plus de demandes, moins d'offres, on produit moins. Oui. C'est la faute de personne d'autre que vous. Vous avez parfaitement résumé la situation et c'est la raison pour laquelle moi j'ai défendu cette loi du plan Menonville, dont vous savez à quel point elle a hérissé le poil des écologistes les plus idéologues, les plus radicaux, mais en réalité elle pointait du doigt effectivement un problème franco-français. Mais je veux ajouter une chose, si vous permettez, Apolline Malherbe. Il faut aussi que les Français acceptent qu'on construise des poulaillers. Il y a 4 projets là de poulaillers qui sont retoqués parce que les Français ne veulent plus voir de bâtiments d'élevage, parce qu'ils considèrent, pour certains d'entre eux qui connaissent mal le sujet, que c'est un lieu où on maltraite les animaux. Voilà, c'est devenu un problème véritablement qui est un handicap profond et auquel il faut qu'on apporte des solutions. On va y revenir sur Donc, suite de la vidéo. Donc, vous avez vu les mensonges au grand jour, hein, sur tous les plateaux télé, hein, et c'est comme ça depuis des décennies, hein. C'est pas lié à Annie Genevard, hein, voilà, hein. On peut les prendre tous, les ministres et les responsables et les journalistes, comme des idiots. Ils reprennent en boucle, voilà. Alors, soit c'est volontaire, soit c'est de l'incompétence notoire, ou c'est les deux à la fois. Alors, Madame la ministre, les œufs. Pourquoi les œufs? La production des œufs. Alors c'est la même chose pour les autres productions, hein. Ils font la même manœuvre pour le mouton, pour le lait, c'est la même manœuvre, hein. Là, je vous ai pris l'exemple des œufs pour bien qu'on soit dans le concret, hein. Alors les règles, soi-disant, on aurait trop de règles, faut trop de temps, c'est compliqué. Vous avez entendu les permis de construire. Faudrait juste y poser une question. Depuis, allez, on peut prendre depuis l'après-guerre, mais depuis la sortie du général de Gaulle, il y avait peu d'hors-sol à ce moment-là. Mais depuis les années Pompidou, Giscard d'Estaing, voilà, les hors-sols sont apparus, hein. Les productions hors-sol, donc de poules pondeuses, d'accord? Les Républicains sont partis auquel elle appartient, qui s'est appelé le RPR puis l'UMP. Mais c'est pas eux qui étaient au gouvernement, ils ont jamais gouverné avec le Parti socialiste, hein, voire des cohabitations, les règles. Qui c'est qui les a laissées se mettre en place, ces règles-là? J'ajoute que ces règles-là, qu'elle arrête de nous prendre pour des imbéciles, c'est les mêmes au Danemark, même pire,
c'est les mêmes en Hollande, c'est les mêmes dans les autres pays. Alors qu'on arrête de nous raconter des bobards. Alors, soi-disant, la responsabilité, c'est celle-là. Mais madame, pourquoi les bâtiments poules pondeuses sont vides? Il en existe des bâtiments poules pondeuses, ils sont vides. Et certains veulent refaire de la poule pondeuse, ils n'obtiennent pas les financements par la banque. Vous savez pourquoi? Je vais y venir. Les écolos, mais les écolos, il y en a dans tous les pays. Des extrémistes minoritaires qui sont contre des élevages, qui sont contre tout, mais ça existe dans tous les pays. C'est pas ça qu'empêche de monter des bâtiments. Il y a 2 500 000 hectares en friche. C'est pas autour de Paris, c'est en pleine campagne. Il n'y a pas de quoi faire des bâtiments en pleine campagne. Vous nous prenez pour des imbéciles. Ensuite, la loi du plomb, la loi du plomb, elle rajoute quoi la loi du plomb? Elle consiste à intégrer les éleveurs, que le financement, il vienne par le groupe LDC, le leader européen qui travaille avec le groupe Avril, pour intégrer les gens totalement, qu'ils n'aient plus rien à eux, hein, et que ça devienne des porte-seaux. Vous savez ce que c'est un porte-seau? C'est quelqu'un qui distribue l'alimentation et qui est considéré comme un bagnard, un prestataire de service. Voilà, donc ça serait les écolos. Moi, je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que les productions animales, l'élevage ne rapporte pas. Et c'est global, c'est dans le monde. Il y a 10% d'animaux de moins dans le monde pour des raisons uniquement de dureté au travail et de rentabilité. Le temps passé, ramené aux capitaux engagés et aux heures travaillées, c'est l'esclavage. Alors, il y a une chose qu'ils ont tous oublié de nous dire, tous ces petits gens-là. Hein, une chose qu'ils ont oublié de nous dire. Pourquoi pourquoi les banques refusent les financements sur les bâtiments neufs? C'est pas les écolos, c'est pas les permis de construire. Venons au cœur du réacteur. Pourquoi les banques, et on est bien placé pour le savoir, on a des projets actuellement de gens divers et variés, des gens qui ont des bâtiments existants, qui ne peuvent pas repartir en production, refus des financements bancaires, des gens qui sont en pleine production et qui veulent installer leur enfant et remonter un bâtiment neuf. Elle a oublié de vous dire l'essentiel. C'est que l'essentiel, c'est que les bâtiments se sont fermés en poules pondeuses, pas qu'en France, hein. Elle n'a pas dit la vérité. C'est partout. Parce que l'éleveur, il touchait même pas 8 centimes. Vous m'entendez? Il touchait même pas 8 centimes de l'œuf. C'est ça la vérité. Et là, maintenant, les coopératives, des groupements comme le groupe Avril, qui ont des filiales, et d'autres, ils sont montés à 9 centimes d'eux. Vous voyez? Hein? Alors, c'est un prix qui est adossé au prix de l'aliment. C'est un peu complexe. Le prix peut baisser ou monter, c'est en fonction des coûts des aliments. Mais avec le coût des aliments qu'on avait dernièrement, il leur donnait 8 centimes. Maintenant, ils donnent 9 centimes d'eux. Et il y a certains petits privés qui donnent 9 centimes 5. Et vous savez quel est le coût réel de production pour qu'un éleveur gagne plus de 2 000 euros, qu'il gagne sa vie, parce que c'est 7 jours sur 7, ramasser les œufs, hein, et qu'il puisse rembourser son bâtiment, construire un bâtiment, eh ben c'est 10 centimes 50 de l'œuf qu'il faut. Minimum 10 centimes 50. Et avec ça, il ira pas en vacances tous les week-ends. Et avant, il donnait 8 centimes. Elle en a parlé de ça? À aucun moment. Voilà. Quand il y a un sujet qui les dérange, c'est les normes, c'est les écolos, c'est le Mercosur, c'est les autres, mais c'est jamais nous. Non, le problème, il est chez nous, dans la filière. Le problème, c'est que là, je touche le cœur du réacteur, puisque les gens qui sont en cogestion avec elle sont la FNSEA, qui sont partie prenante numéro 1 des ventes des aliments du bétail, des animaux en France, qui est le groupe Avril, 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc il a intérêt à ce que les gens soient attachés à des structures agroalimentaires coopératives, oligopoles, de façon à être sages et obéissants, pour qu'ils se fassent une marge, eux, sur le dos des paysans, afin derrière de faire un bras de fer avec les centrales d'achat. Je vous demande d'y réfléchir. La production d'œufs s'est effondrée en France, les gens ont fermé les élevages. À peine 8 centimes, parce qu'avec avec les œufs déclassés, c'était même pas 8 centimes. C'était un peu moins de 8 centimes de l'œuf que touchaient les agriculteurs. Je parle, attention, en filière conventionnelle. Le bio, rien à voir, c'est pas le même prix.
Donc, faut bien parler des choses concrètes. Je vous remercie, à bientôt. Je pense que vous avez compris les manœuvres. Les gens manifestent. Comme d'habitude, on n'a rien obtenu. 300 millions d'euros, des prêts bonifiés, des réétalements de prêts que personne n'aura droit, ou les gens qui n'en ont pas besoin, des aménagements sur les cotisations sociales, la même punition qu'on a depuis 30 ans. Alors que le cœur du sujet, il est chez nous, dans la profession. Le problème est chez nous. J'espère que vous l'avez compris. Donc les défilés de tracteurs et tout ça, c'est bien. Répondre aux questions, demander des comptes à nos partenaires, ça serait mieux. Je vous remercie. À bientôt.